Nick Hollister fixait l'acte froissé entre ses mains burinées. Il n'avait fallu que $2, il avait fallu pour devenir propriétaire de toute une ville, mais quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Le bâtiment était intact, les puits contenaient encore de l'eau, et pourtant, personne n'avait vécu ici depuis plus d'une décennie. Copper, son âne têtu, refusait de boire dans le puits principal. Au lieu de cela, l'animal revenait sans cesse au même endroit derrière l'ancienne banque, grattant le sol avec une urgence que Nick n'avait jamais vue auparavant. Le plus étrange, c'est que chaque matin, Nick trouvait des empreintes fraîches dans la poussière autour de cet endroit précis, des empreintes qui n'étaient pas les siennes, qui apparaissaient pendant la nuit, alors qu'il était la seule personne à 80 km à la ronde. Rufus Garrett, l'homme qui lui avait vendu la ville, avait mentionné quelque chose d'étrange avant de disparaître, cet endroit choisit ses propriétaires. Nick pensait que ce n'était que les divagations d'un vieil homme, mais maintenant, en regardant Copper creuser frénétiquement au même endroit pour le 3e jour consécutif, il commençait à comprendre que certains secrets ne restent pas enfouis simplement parce que les gens le veulent. Ce que Nick savait pas, c'est que quelqu'un l'observait depuis son arrivée, quelqu'un qui savait exactement pourquoi Copper creusait, quelqu'un qui attendait ce moment depuis des années. Nick s'agenouilla à côté du trou que Copper avait creusé avec ses sabots. La terre semblait différente ici, plus molle, comme si elle avait déjà été remuée. En balayant la terre meuble, ses doigts touchèrent quelque chose de dur sous la surface. Ce n'était ni une pierre, ni une racine, ni quelque chose de lisse et d'artificiel. Il en sortit un petit cylindre métallique pas plus gros que son pouce, terni par elle, mais clairement fabriqué par l'homme. À l'intérieur, il pouvait entendre quelque chose cliqueter. Avant qu'il n'ait pu l'examiner de plus près, les oreilles de Copper se dressèrent et se tournèrent vers la rue principale, comme des aiguilles de boussole pointant vers le nord. Nick l'entendit aussi, le bruit des sabots de plusieurs chevaux qui approchaient rapidement. Il glissa le cylindre dans la poche de son gilet juste au moment où 3 cavaliers franchissaient la colline surplombant la ville. Ils portaient des manteaux sombres malgré la chaleur et leurs visages étaient ombragés par des chapeaux à large bord. Le cavalier de tête leva la main et le groupe s'arrêta à la lisière de la ville, étudiant Nick avec l'intensité d'un faucon observant sa proie. La bouche de Nick est seca. Il n'avait parlé à personne de l'achat de cet endroit, l'acte est encore enregistré. Comment ces hommes l'avaient-ils trouvé, et plus important encore, que voulaient-ils dans une ville abandonnée depuis une décennie? Le cavalier de tête éperonna son cheval et le fit avancer lentement dans la rue principale, sans quitter Nick des yeux, mais il y avait autre chose dans son regard, une reconnaissance, comme s'il s'était attendu à trouver Nick ici depuis le début. Copper s'éloigna du trou, le corps tendu par l'inquiétude. L'âne n'avait jamais eu peur des étrangers auparavant, mais ceux-ci n'étaient pas des voyageurs ordinaires de passage. Ces hommes étaient venus ici pour une raison, et cette raison était enfouie dans le sol, là où Copper avait creusé. Le cavalier en tête mit pied à terre à une quinzaine de mètres, ses bottes frappant le sol avec un poids délibéré. Il était plus jeune que Nick ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des yeux gris froids qui semblaient cataloguer chaque détail de la scène devant lui. « Vous êtes Nick Hollister » dit l'homme. Ce n'était pas une question. La main de Nick se posa instinctivement sur sa hanche, mais il ne portait aucune arme. Il n'en avait jamais eu besoin ici, jusqu'à présent. « Oui, et vous êtes sur ma propriété. » L'homme sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. « Votre propriété, c'est ça? Parce que le vieux Rufus vous l'a vendu pour $2. » Il fit un pas vers lui. « Dites-moi, monsieur Hollister, vous a-t-il dit pourquoi le prix était si bas? Des terres sans valeur ici, rien que de la poussière et des bâtiments vides. » Ah bon? Le regard de l'inconnu se porta sur le trou derrière Nick, puis sur Copper qui continuait de reculer devant les chevaux qui approchaient. « Alors est-ce que votre animal est en train de creuser? » Nick sentit le poids du cylindre métallique dans la poche de son gilet. Quoi qu'il y ait dans ce petit tube, ces hommes étaient au courant. Ils étaient venus ici spécialement pour ce qui était enterré sous ses pieds. De l'eau, mentit Nick avec aisance. Les ânes ont un bon instinct pour trouver l'eau. L'homme rit, un rire dépourvu d'humour. De l'eau, bien sûr. Il fit signe à ses compagnons et ils commencèrent à s'étaler de part et d'autre de Nick. Je m'appelle Sterling Maddox, je représente certains intérêts qui ont des droits sur ce terrain. J'ai l'acte ici même. Nick sortit le papier froissé de sa poche. Légal et contraignant. Oh, je ne remets pas en cause votre propriété légale, dit Sterling en continuant d'avancer. Je me demande si vous comprenez ce que vous avez réellement acheté.
Il s'arrêta à 3 mètres, suffisamment près pour que Nick puisse voir l'intelligence calculatrice dans ses yeux. Cette ville n'a pas été abandonnée parce que l'argent s'était épuisé, monsieur Hollister. Elle a été abandonnée à cause de ce qu'ils ont trouvé là-dessous. Il a pointé directement du doigt le trou que Cooper avait creusé. Les gens ont été à la recherche de ce qui est enfoui ici depuis 12 ans, des guerres ont été menées pour des trésors moins précieux, et tu es tombé dessus parce que ton âne aime creuser des trous. Le cylindre dans la poche de Nick semblait devenir plus lourd. Quoi que ce soit qui cliquetait à l'intérieur de ce petit tube métallique, il était relié à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui valait suffisamment pour attirer des hommes armés au milieu de nulle part. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Nick, et le sourire de Sterling s'élargit. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que nous jetions un œil, c'est pas de quoi tu parles, dit Nick. Le sourire de Sterling s'élargit. Alors ça ne te dérange pas si on jette un œil à ce que tu as trouvé. Les 2 autres cavaliers s'étaient positionnés de manière à couper toute voie de fuite. Leurs mains reposaient nonchalamment sur la crosse de leur arme, prêtes à servir mais sans pour autant être menaçantes. C'étaient des professionnels. Nick comprit que ce n'est pas la première fois qu'il coinçait quelqu'un, mais quelque chose le dérangeait encore. Si ces hommes connaissaient l'existence du trésor enfoui, pourquoi n'avaient-ils pas revendiqué ce terrain des années auparavant? Pourquoi attendre qu'un étranger l'achète? La réponse lui apparut avec une clarté effrayante. Ils avaient besoin que quelqu'un d'autre le trouve, quelqu'un de remplaçable, quelqu'un comme lui. L'esprit de Nick tournait à toute vitesse tandis qu'il pesait ses options. 3 hommes armés contre un éleveur désarmé, les chances n'étaient pas en sa faveur, mais il avait un avantage, il connaissait pas. Il avait déjà trouvé quelque chose. D'accord, dit-il en levant les mains en signe de reddition apparente. Vous voulez voir ce que mon âne a déterré? Je vous en prie. Sterling fit signe à ses hommes qui s'approchèrent du trou avec une efficacité bien rodée. Le premier cavalier s'agenouilla et commença à fouiller la terre meuble à main nue. Après plusieurs minutes, il leva les yeux et secoua la tête. Il n'y a rien ici, que des cailloux et des racines. Les yeux de Sterling se plissèrent dangereusement. C'est impossible, la carte montre clairement. Il se reprit avant de finir sa phrase, mais Nick en avait assez entendu. Une carte? Ils avaient une carte qui les avait menés à cet endroit précis. Peut-être que vos informations sont fausses, suggéra Nick en essayant de garder une voix calme. Mes informations, dit lentement Sterling, m'ont coûté 5 ans et la vie de 3 hommes pour les obtenir, elles ne sont pas fausses. Il scruta le visage de Nick avec l'intensité d'un homme lisant une main de poker. Déshabillez-le, fouillez ses poches. Les 2 cavaliers s'approchèrent de Nick, mais Cooper se mit soudain à bramer bruyamment et s'enfuit vers la rue principale. Les 3 hommes se retournèrent instinctivement pour regarder l'animal en fuite et Nick saisit l'occasion pour plonger derrière l'abreuvoir de l'ancienne banque, sa main se refermant sur un morceau de bois cassé qui pourrait servir d'arme. « Trouvez l'âne » cria Sterling. Si le vieil homme l'avait dressé comme il avait dressé les autres, il sait où tout est caché. Les autres. Il y avait eu d'autres ânes, d'autres personnes qui avaient essayé de découvrir ce secret. De derrière l'abreuvoir, Nick pouvait entendre les hommes monter à cheval pour poursuivre Cooper. C'était sa chance. Il sortit le cylindre métallique de son gilet et essaya de l'ouvrir. Le bouchon était corrodé, mais après plusieurs tentatives, il finit par céder. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier roulé, jauni par le temps, mais toujours lisible. Nick le déplia soigneusement et se retrouva face à un schéma dessiné à la main qui représentait la ville vue, avec divers bâtiments marqués et numérotés, mais c'est la note en bas qui lui glaça le sang. Transfert de la réserve fédérale, 12 septembre 1893, 200 millions en certificats or. Lieu d'enfouissement d'urgence en attendant l'achèvement de la voie ferrée. Lingots d'or physiques stockés sur place en attendant leur transport. 200 millions de dollars en 1893, cela aurait suffi pour acheter la moitié du territoire, et contrairement aux certificats papier, les lingots d'or réels seraient toujours là, enfouis sous ses pieds. Le bruit des sabots qui revenaient rompit sa concentration. Sterling et ses hommes revenaient et ils avaient du cuivre avec eux. L'âne était attaché et conduit derrière le cheval de Sterling, les yeux écarquillés de peur. « Monsieur Hollister » cria Sterling d'une voix qui portait à travers la rue déserte. « J'ai quelque chose qui vous appartient et je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Nick plia le papier et le glissa dans le cylindre. Il avait 2 choix, remettre la carte et espérer que Sterling le laisse en vie,
ou trouver un moyen de s'échapper et de s'emparer du trésor pour lui-même. Mais alors qu'il regardait les hommes de Sterling se déployer pour encercler sa cachette, il se rendit compte qu'il y avait peut-être une troisième option, une option qui l'obligerait à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 52 ans, quelque chose qui le rendrait aussi dangereux que les hommes qui le traquaient. Nick prit sa décision, il n'aime plus se cacher. Se levant de derrière l'abreuvoir, il s'avança dans la rue, les mains visibles mais vides. Sterling le regarda s'approcher avec un intérêt prudent, une main posée sur son arme et l'autre tenant la corde de Copper. « Je vais vous proposer un marché », cria Nick lorsqu'il fut à 6 mètres. « Je vous dirai exactement ce que j'ai trouvé et vous me laisserez. » Et mon âne part en paix. Sterling rit. Vous n'êtes guère en position de négocier, monsieur Hollister. En fait, je pense que je le suis. Nick sortit le cylindre métallique et le brandit car ce que j'ai trouvé explique pourquoi Rufus Garrett était si impatient de se débarrasser de cet endroit et pourquoi vous le cherchez depuis 5 ans. Le rire mourut dans la gorge de Sterling, ses yeux gris se fixèrent sur le cylindre avec une concentration laser. Vous voyez, Nick continua, j'ai travaillé pendant 20 ans pour les chemins de fer avant de devenir éleveur. Je sais à quoi ressemblent les stations de transfert fédéral. Toute cette ville a été construite en 1893 comme dépôt temporaire, lorsque le gouvernement a transféré les réserves d'or vers l'ouest pendant la panique bancaire. Le cheval de Sterling a senti son cheval s'agiter sous lui, percevant la tension de son maître. Le chemin de fer était censé passer par ici, a poursuivi Nick, mais l'itinéraire a été modifié à la dernière minute. Le transport d'or s'est retrouvé bloqué, alors ils l'ont enterré et ont marqué l'emplacement sur cette carte. Il a tapoté le cylindre. Votre carte vous indiquait seulement où creuser. La mienne vous montre ce que vous cherchez et en quelle quantité. Combien ? A demandé Sterling d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 200 millions de dollars en certificats d'or. L'un des hommes de Sterling siffla doucement entre ses dents. Même en 1893, c'était une fortune inimaginable. Voici ce qui s'est passé, continua Nick. Les agents du gouvernement qui l'ont enterré ont été tués lors d'un raid Apache avant d'avoir pu signaler l'emplacement exact. Le chemin de fer a déplacé le dépôt officiel 50 miles plus au sud et cette ville a été abandonnée. Tout le monde a oublié l'or, à l'exception de quelques anciens qui ont transmis des histoires comme Rufus Garrett, dit Sterling, comme Rufus Garrett, mais il était assez intelligent pour savoir que s'il se mettait à creuser lui-même, il attirerait l'attention d'hommes comme vous, alors il a attendu qu'un pigeon achète le terrain et fasse le travail à sa place. Les yeux de Sterling se plissèrent. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas toujours ce pigeon ? Nick sourit pour la première fois depuis le début de cette confrontation. Parce que je n'ai pas l'intention de le déterrer. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le vent qui sifflait à travers les bâtiments vides. Que voulez-vous dire ? Demanda Sterling. Je veux dire que les certificats d'or n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Ils ont expiré en 1933, lorsque Roosevelt a abandonné l'étalon or. Ce que vous recherchez, ce sont des papiers vieux de 40 ans qu'aucune banque au monde n'honorerait. Le visage de Sterling pâlit. C'est impossible, nous avons vérifié l'authenticité des certificats qui étaient valables il y a 60 ans. Nick termina. La question est, allez-vous me tuer pour un bout de papier sans valeur ou allez-vous me laisser partir après la plus grande perte de temps de l'histoire de la chasse au trésor ? Mais alors même qu'il parlait, Nick remarqua quelque chose dans l'expression de Sterling. L'homme n'avait pas l'air vaincu, il avait l'air de quelqu'un qui savait quelque chose que Nick ignorait. Monsieur Hollister, dit Sterling avec un sourire froid, vous ne comprenez manifestement pas ce que sont réellement les certificats or. Le sourire froid de Sterling donna des frissons à Nick. L'homme était trop confiant pour quelqu'un dont la chasse au trésor venait d'être déclarée sans valeur. Vous voulez savoir ce que sont réellement les certificats or ? Monsieur Hollister ? Demanda Sterling en descendant de son cheval. Ce ne sont pas seulement des promesses sur papier. Chaque certificat représente des lingots d'or réels stockés dans les coffres fédéraux, de l'or qui n'expire pas, de l'or qui vaut plus aujourd'hui qu'en 1893. Nick sentit sa certitude s'effondrer, mais les certificats eux-mêmes sont toujours valables si vous connaissez les bonnes personnes, interrompit Sterling. Des collectionneurs privés, des banques étrangères, certains fonctionnaires qui comprennent la valeur de la discrétion. 200 millions en 1893, en or, cela vaut plus de 3 milliards de dollars sur le marché actuel. Ce chiffre frappa Nick comme un coup physique. 3 milliards de dollars, pas étonnant que des hommes soient morts en cherchant ce trésor. Je vais vous le demander une dernière fois,
dit Sterling en posant la main sur son arme. Où exactement avez-vous trouvé ce cylindre? Avant que Nick n'ait pu répondre, l'un des hommes de Sterling cria depuis le bâtiment de la banque. Patron, venez voir ça. Sterling garda les yeux fixés sur Nick, mais répondit en criant. Qu'y a-t-il? Des cendres de feu de camp récentes, datant peut-être de 3 jours. Quelqu'un surveillait cet endroit. Nick repensa aux mystérieuses empreintes de pas qu'il avait trouvées chaque matin. Tout s'expliquait désormais. Les hommes de Sterling étaient déjà venus ici, probablement pour surveiller et attendre qu'ils fassent la découverte qu'ils ne pouvaient pas se risquer à faire eux-mêmes. Vous m'espionniez, dit Nick. Sterling House les Epaules. Nous surveillons la propriété depuis que Rufus l'a mise en vente. Il fallait s'assurer que l'acheteur allait vraiment creuser. La plupart des gens l'auraient simplement utilisée comme pâturage, mais il fallait que quelqu'un d'autre la trouve d'abord, expliqua Sterling. Si les agents du gouvernement surveillaient toujours cette zone, ils enquêteraient sur toute excavation à grande échelle, mais un nouveau propriétaire foncier avec un âne curieux, c'est tout à fait naturel. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Cooper n'avait pas agi par instinct lorsqu'il était revenu à plusieurs reprises à cet endroit derrière la rive. L'âne avait réagi à des odeurs et à des sons que Nick n'avait pas remarqués, à la présence persistante d'hommes qui campaient à proximité, observant et attendant. Tes animaux sont plus intelligents que tu ne le penses, continua Sterling. Ils pouvaient nous sentir dès ton arrivée. C'est pourquoi ils ne voulaient pas boire à la source principale. Nous l'utilisions pour abreuver nos chevaux. Nick jeta un coup d'œil à Cooper, qui était toujours attaché à la selle de Sterling, mais qui observait tout avec des yeux alertes. L'âne avait essayé de l'avertir depuis le début, de la seule manière dont un animal pouvait le faire. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Nick. Tu vas nous montrer exactement où tu as trouvé ce cylindre, répondit Sterling, puis tu vas nous aider à déterrer le reste. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y en a d'autres? Sterling sortit un papier plié de son manteau. Une autre carte, plus détaillée que celle qui se trouvait dans le cylindre de Nick. D'après nos recherches, ce que vous avez trouvé n'était qu'un repère. La véritable chambre forte se trouve 9 mètres plus bas. Le cœur de Nick et Sarah. Il ne tenait pas la carte au trésor, après tout. Il tenait l'équivalent d'un panneau indiquant « Creusez ici ». Nick fixa la carte détaillée de Sterling, l'esprit en ébullition. Le document semblait officiel, avec ses sceaux gouvernementaux et ses marques d'arpenteur. Il montrait l'ensemble du plan souterrain de ce qui avait été un dépôt fédéral temporaire, y compris plusieurs sites funéraires. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Nick. « Cela m'a coûté 2 hommes et 5 ans de ma vie, » répondit Sterling d'un ton sombre. Il s'avère qu'un des agents gouvernementaux d'origine a survécu à cette attaque Apache et a passé 40 ans dans un asile à divaguer sur de l'or enfoui. La plupart des gens pensaient qu'il était fou, mais vous l'avez cru. Je crois aux cicatrices sur son dos et aux papiers d'identité fédéraux cousus dans la doublure de sa veste. Sterling plia soigneusement la carte. Il l'avait dessiné de mémoire 3 jours avant de mourir. L'un des hommes de Sterling s'approcha, menant 2 chevaux chargés de matériel de creusage, pelles, pioches et cordes. Ils étaient venus préparer pour un important travail d'excavation. Voici comment ça va se passer, a dit Sterling à Nick. Vous nous aidez à creuser et quand nous aurons terminé, vous repartirez avec votre vie et votre âne. Si vous refusez, nous vous enterrerons dans le trou que nous sommes sur le point de creuser. Nick a regardé autour de lui la ville déserte, aucun témoin, aucune aide à l'horizon et 3 hommes armés qui ne plaisantaient clairement pas. Mais quelque chose le dérangeait dans toute cette situation. Si vous connaissiez l'emplacement depuis le début, pourquoi attendre que quelqu'un achète la propriété? Pourquoi ne pas simplement venir ici et creuser? Sterling Sarah les Macquars. Parce que nous n'étions pas les seuls à chercher. Les marshals fédéraux surveillent les ventes de terrain dans cette région depuis des décennies. Il y a trop d'activités gouvernementales ici en 1893 pour qu'ils puissent l'ignorer complètement. Vous aviez donc besoin d'une couverture. Nous avions besoin de quelqu'un qui ait une raison légitime d'être ici, un nouveau propriétaire foncier qui défrichait son terrain, peut-être à la recherche d'un bon emplacement pour un puits. Sterling fit un geste vers l'ensemble du cuivre qui avait commencé, mais maintenant que vous aviez trouvé le repère, le plus dur était fait. L'esprit de Nick réfléchissait à toute vitesse. Si les marshals fédéraux surveillaient toujours la région, cela signifiait que de l'aide pourrait arriver.
Il lui suffisait de retarder les fouilles suffisamment longtemps pour que quelqu'un remarque cette activité inhabituelle. Cela va prendre des jours, dit Nick en étudiant la carte. D'après cela, parlons d'un puits de 9 mètres de profondeur et 3,6 mètres de largeur. Avec 3 hommes équipés de pelles, vous en aurez pour une semaine. Sterling sourit froidement. Qui a parlé de 3 hommes? Il mit 2 doigts dans sa bouche et siffla bruyamment. De derrière les bâtiments qui entouraient la ville, d'autres hommes émergèrent. Nick en compta 8, tous armés et équipés d'outils de creusage. Sterling n'avait pas seulement amené des muscles, il avait amené une équipe d'excavation complète. Nous planifions cela depuis des mois, monsieur Hollister. La seule variable était de trouver quelqu'un d'assez stupide pour acheter ce terrain et commencer à creuser au bon endroit. Nick regarda les hommes commencer à organiser leur équipement et à installer ce qui ressemblait à un camp minier. Ce ne serait pas une chasse au trésor rapide. Sterling se préparait à une opération de grande envergure, mais cela donna une idée à Nick, une idée dangereuse, mais peut-être sa seule chance de survie. Si Sterling avait besoin de plusieurs jours pour terminer les fouilles, Nick avait plusieurs jours pour trouver un moyen de s'échapper, ou mieux encore, de s'emparer du trésor. Nick passa la première journée à observer les hommes de Sterling travail, mémorisant leur routine et cherchant leurs points faibles. Au coucher du soleil, ils avaient creusé jusqu'à 4,5 mètres de profondeur et n'avaient trouvé que de la terre et des cailloux. Sterling commençait à s'impatienter. « Peut-être que ta carte est fausse », suggéra Nick pendant leur repas du soir autour du feu de camp. « La carte est exacte », rétorqua Sterling. « Nous n'avons tout simplement pas creusé assez profondément. » Assez. Cette nuit-là, pendant que les hommes dormaient par roulement et que des gardes montaient la garde, Nick passa à l'action. Il avait 20 ans d'expérience dans les chemins de fer et savait que les patrouilles du shérif suivaient des itinéraires prévisibles le long des anciennes frontières territoriales. Travaillant en silence, il conduisit Copper au point le plus élevé surplombant la ville, l'ancien château d'eau, et à l'aide de morceaux de miroirs brisés provenant de bâtiments abandonnés, il créa dans le soleil matinal une série de flashs lumineux correspondant au code utilisé par les cheminots pour les signaux d'urgence. Le reflet serait visible à des kilomètres à la ronde pour quiconque empruntait la route principale du territoire. Son message était simple mais efficace. 3 longs flashs, 3 courts, 3 longs, le signal de détresse universel répété en direction du poste de Marshall le plus proche. Il maintint le signal pendant 1 heure à l'aube, puis retourna prudemment au camp avant que les hommes de Sterling ne remarquent son absence. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui changea tout. Les hommes de Sterling avaient découvert une caisse en bois enterrée à exactement 9 mètres de profondeur. À l'intérieur, il n'y avait pas de certificat d'or, mais quelque chose de bien plus précieux. Des lingots d'or, chacun estampillé du logo de la Réserve fédérale et daté de 1893. Ce n'est que le premier trésor, dit Sterling, les yeux brillants de cupidité. D'après la carte, il y a 6 autres sites enterrés autour de la ville. Nick regarda les hommes faire la fête et réalisa que son télégramme était peut-être arrivé trop tard. Si Sterling trouvait les 6 trésors avant l'arrivée des secours, il disparaîtrait avec des milliards de dollars en or. Mais il entendit alors quelque chose qui changea complètement sa perspective. Le bruit lointain de chevaux approchant de l'est, plusieurs cavaliers avançant rapidement. Sterling l'entendit aussi. « Tout le monde, prenez vos armes », ordonna-t-il. Il pourrait y avoir d'autres chasseurs de trésors. Nick compta les cavaliers alors qu'ils franchissaient la colline, 12 hommes portant des insignes de Marshall territorial, menés par un homme vêtu d'un manteau noir qui se comportait avec une autorité indéniable. Des marshals fédéraux, dit Nick à voix basse. Le visage de Sterling pâlit. Comment nous ont-ils trouvés? De la même manière que vous m'avez trouvé, répondit Nick. Ils surveillent cet endroit depuis des décennies, attendant que quelqu'un commence à creuser. C'était un mensonge, mais Sterling n'avait pas besoin de savoir pour les signaux dans le miroir. Les marshals encerclèrent la ville en quelques minutes, leurs fusils pointés sur l'équipe de Sterling. Le chef, un homme grisonnant aux cheveux gris acier, s'avança. Je suis Marshall Thompson. Vous enfreignez la loi fédérale en creusant sans autorisation sur une propriété du gouvernement. Sterling Levelentainment Law Main. Nous avons un titre légal sur cette terre, voici l'acte de vente. Votre titre a pris fin lorsque vous avez déterré les réserves d'or fédérales, répondit Thompson. Cela en fait donc une affaire fédérale. Nick sourit en voyant le grand projet de Sterling s'effondrer,
Mais sa satisfaction fut de courte durée lorsque Marshall Thompson tourna son attention vers lui. « Et vous, monsieur Hollister, vous êtes en état d'arrestation pour vol de propriété gouvernementale. » Nick regarda Marshall Thompson droit dans les yeux. « Je ne suis pas un voleur, Marshall. Je suis l'homme qui a envoyé le signal miroir qui vous a amené ici. » Thompson Hausa Unsourcel. Vous avez envoyé le signal de détresse hier à l'aube en utilisant des miroirs brisés pour refléter la lumière du soleil depuis le château d'eau, une vieille technique d'urgence ferroviaire. 3 longs, 3 courts, 3 longs flashs vers votre route de patrouille. Sterling Resta Bushby. Vous avez prévenu les marshals. Je les ai prévenus, confirma Nick. Parce que je me rends compte que cet or n'appartient à aucun d'entre nous, il appartient au peuple américain. Marshall Thompson scruta attentivement le visage de Nick. Vous auriez pu disparaître avec ce premier lingot d'or et vivre confortablement pour le reste de votre vie, admit Nick. Mais j'ai passé 52 ans à agir honnêtement et je n'ai pas l'intention d'arrêter maintenant. Le marshal a hoché lentement la tête, puis s'est tourné vers ses hommes. Arrêtez Sterling et son équipe pour vol fédéral et complot armé. Chargez ces lingots d'or dans nos wagons. Alors qu'on emmenait Sterling menotté, il a lancé un regard plein de haine à Nick. Tu as jeté 3 milliards de dollars, imbécile. J'ai jeté une vie passée à regarder par-dessus mon épaule, a répondu Nick. Le marshal Thompson est resté sur place après que ses hommes aient sécurisé le site. Monsieur Hollister, le gouvernement fédéral reconnaît que vous avez agi de bonne foi et vous avez apporté une aide précieuse pour récupérer les biens volés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous gardez vos 2 dollars, sans aucune contrainte. Cela signifie également qu'il y a une récompense fédérale pour la récupération des réserves d'or volées, soit 5% de la valeur totale. L'esprit de Nick Esambala. 5% de 3 milliards de dollars, cela fait 150 millions de dollars, continua Thompson. Plus d'argent que la plupart des hommes ne voient en 10 vies. Nick regarda autour de lui la ville vide qui avait si complètement changé sa vie. Que adviendra-t-il de cet endroit? C'est à vous de décider. C'est votre terre, achetée légalement. Le gouvernement n'a aucun droit sur la propriété elle-même, seulement sur l'or qui y était enterré. Nick caressa le cou de Copper en pensant au tournant étrange qu'avait pris sa vie. Il y a 3 jours, il était un éleveur fauché qui n'avait rien d'autre qu'un âne têtu. Aujourd'hui, il était l'un des hommes les plus riches du territoire. Marshall, dit-il enfin, je veux transformer cet endroit en quelque chose d'utile, peut-être une auberge pour les voyageurs ou une école pour les enfants qui n'ont pas accès à une éducation adéquate. N'ont pas accès à une éducation adéquate. Thompson sourit. Avec 150 millions de dollars, monsieur Hollister, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Alors que le shérif s'éloignait avec ses prisonniers et leur récupérait, Nick se tenait au milieu de la rue poussiéreuse, avec Copper à ses côtés. La ville était à nouveau calme, mais elle semblait différente maintenant, non plus vide, mais pleine de possibilités. Il sortit l'acte original, froissé et taché, mais toujours valide, et le lissa soigneusement. 2 dollars lui avaient permis d'acheter une ville fantôme, mais son courage, son honnêteté et un peu de chance lui avaient acheté un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Nick Hollister n'était plus l'homme désespéré qui était arrivé par hasard dans cet endroit à la recherche d'un nouveau départ. C'était un homme qui avait affronté le danger, fait des choix difficiles et qui en était sorti avec son intégrité et sa vie intacte, et il se rendait compte que cela valait plus que tout l'or enfoui dans le monde. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où le destin et le courage s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.